Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne Déclic. Aujourd'hui, on va parler de Google qui va potentiellement stopper les bloqueurs de pub avec l'une de ses mises à jour. On en parle juste après le jingle. Allez, bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, du coup, je suis avec Margot. Hello Margot, comment ça va ? Ça va très bien et toi? Ça va super. Alors aujourd'hui, du coup, on démarre avec pas mal d'actu et une actu très très chaude. Une première actu de l'éclaireur Fnac, donc, qui parle potentiellement d'une mise à jour qui arrive, qui s'appellerait Manifest V3. Enfin, en fait, disons, le sujet un petit peu de débat. On va en reparler. C'est un peu technique, mais vous inquiétez pas, j'expliquerai au fur et à mesure, sans souci, le principe et pourquoi est-ce que c'est problématique. Ensuite, on va enchaîner avec Artifact. Artifact est un article de 01net. Il s'agit en fait d'un nouveau réseau social qui a fait son apparition, qui a été créé par les cofondateurs d'Instagram. Vous allez voir avec une approche un petit peu particulière. On regardera ça ensemble. Ensuite, on enchaînera donc sur Notion. Alors Notion, bon là j'ai mis ça juste pour me souvenir qu'il fallait parler de Notion pour être, pour être honnête, mais en réalité c'est Notion AI dont on va parler, puisque Margot va en fait faire un petit tour vu que t'es passé, si je me trompe pas, Et ouais, voilà, tu l'as, mais depuis t'as hier. un accès, c'est ça? Ouais, Voilà. depuis hier. Ok, bah, du coup on fera un petit tour et un petit react, on va dire, de Notion AI. Et ensuite, on parlera aussi de TikTok et YouTube qui se font un petit peu la guerre en ce moment, notamment sur le format des vidéos courtes. Donc, on fera peut-être un petit focus là-dessus. Et après, tout le reste de mes onglets, en fait, ce sont des partages de ressources et autres que j'ai trouvé un peu sympas et dont je voulais vous parler. Voilà, j'espère que ça vous va comme programme, les amis. Margot, ce que je te propose, c'est que je commence un petit peu la lecture du premier et on va réagir au fur et à mesure. Donc, je vous rassure, c'est un poil technique, mais je vous rassure, vraiment, je vais expliquer au fur et à mesure. Vous allez voir, c'est pas si complexe que ça. Et donc, on va commencer avec le premier article de l'éclaireur Fnac qui parle de Manifest V3. Manifest V3 qui bloque les bloqueurs, qui bloque les bloqueurs de pub. Donc, je vous lis ça au fur et à mesure et puis je vous explique. Donc, Google prépare la transition des extensions pour navigateur Chromium vers son protocole Manifest V3. Alors déjà, premier terme un peu barbare. Chromium, il faut savoir que c'est en fait c'est le moteur sur lequel se base Chrome, c'est-à-dire que quand vous utilisez Google Chrome, il y a un moteur, une espèce de base, on va dire, une base du logiciel, qui est utilisable par n'importe qui. De mémoire, je crois que c'est open source, hein. Et donc vous avez d'autres navigateurs comme Brave ou bien d'autres qui sont basés sur Chromium, donc qui ont la même base, on va dire, que Chrome, mais qui sont des navigateurs différents. Et donc effectivement, l'évolution de Chromium impacte évidemment tous ces navigateurs-là. Et donc ce qu'on nous explique, c'est que ça va migrer vers un nouveau protocole, une nouvelle version en quelque sorte, qui s'appelle Manifest V3. Alors, l'article dit un changement qui ne fait pas que des heureux et que critique les organisations de défense des internautes. Alors pourquoi ça ? N'y allons pas par quatre chemins, le passage du manifeste V2 vers le manifeste V3 voulu par Google pourrait menacer à terme les bloqueurs de publicité sur ordinateur. Sous couvert d'apporter une plus grande sécurisation des extensions pour les usagers, Google a décidé d'entrer dans les dernières étapes de la transition tant redoutée. Manifest V3 est une API ou interface de programmation d'application. Donc ça, la notion d'API, on l'avait déjà un petit peu vu sur notre matinale, hein, c'est-à-dire que quand vous créez un outil quel qu'il soit ou un site internet, vous avez la possibilité d'ouvrir certaines des fonctionnalités ou certaines des données, on va dire, de votre outil vers l'extérieur. Et vous pouvez décider en fait de ce que les gens peuvent ou pas utiliser. Et donc effectivement, Manifest V3, c'est une API. C'est, on va dire, un outil qui permet d'exploiter Chromium. Donc du coup, la migration V2 vers V3. Google Chrome, mais aussi Microsoft Edge, Opera ou Brave seront concernés. Voilà, ce sont des navigateurs qui seront concernés par cette migration. Même Firefox, qui n'est pas développé sous Chromium, le sera, mais nous y reviendrons plus tard. Bon, je ne suis pas allé focus sur cette partie-là, parce que déjà l'article est assez conséquent. Mais en tout cas, ça va avoir des impacts pour beaucoup de monde. Alors, concrètement, ce manifeste V3 qui définit les droits des extensions apporte de nouvelles contraintes de développement pour les extensions des navigateurs afin de renforcer la sécurité et la confidentialité des utilisateurs et utilisatrices. Donc, ce qu'on nous explique, c'est qu'en utilisant cette API, notamment, vous pouvez développer des hello Nouri qui nous rejoint, coucou à toi. Vous pouvez en fait, en utilisant ce manifeste V3,
développer des extensions. Vous avez probablement sur vos navigateurs des extensions, que ce soit des bloqueurs de pub ou ce genre de choses, c'est-à-dire des petits programmes que vous installez et qui vous rajoutent des fonctionnalités. Et donc, les gens qui développent ça utilisent Manifest V3 et donc vont être concernés par une chose en particulier qu'ils appellent la web request. Donc c'est dans la phrase suivante. Parmi les changements apportés par le géant de la tech, le remplacement de web request par une toute nouvelle API appelée Declarative Net Request. Voilà, donc en fait il y a un petit changement qui est fait au niveau de ce qui est utilisé. Et c'est ce changement qui va provoquer un petit peu la colère des gens, puisque en gros c'est ce qui va permettre aux développeurs d'extensions d'analyser et d'intercepter un petit peu le trafic et donc de bloquer potentiellement des publicités. Et ça en fait, grosso modo, c'est ce que nous explique l'article. WebRequest observe et analyse le trafic et peut alors bloquer, intercepter ou modifier des éléments à la volée. Les bloqueurs de publicité ils font énormément recours et c'est de là qu'ils tirent leur efficacité. Donc grosso modo, qu'est-ce qui se passe quand vous voulez développer votre extension pour bloquer une pub? Vous allez utiliser donc effectivement le manifeste, enfin l'API, pour pouvoir créer, on va dire, une espèce de fonction qui va analyser le trafic qui passe sur Internet et bloquer potentiellement des pubs quand il le voit. Sauf qu'en fait, cette mise à jour viendrait restreindre énormément cette utilisation et donc ça serait beaucoup moins efficace. Donc ça veut dire qu'en termes de pub, on y serait beaucoup plus soumis et il y a des pubs qui passeraient quand même, quoi. C'est ça un peu l'idée. Donc qu'est-ce qu'on avait d'autre d'intéressant? Voilà, donc ce qui les explique, c'est qu'effectivement c'est ce qui est utilisé par les développeurs, mais c'est aussi ce point qui en fait sa faiblesse, puisque toujours d'après Google, il y a aussi des extensions qui peuvent être un peu malveillantes, donc des extensions qui seraient faites pour voilà, soit pirater, soit analyser des données sensibles et puis les récupérer, ce genre de choses. Donc c'est un peu ce qu'il faut voir, l'autre face, on va dire, le revers de la médaille, c'est que ok, il y a des extensions qui sont super cool, qui vont vous permettre de bloquer des pubs, certes. Enfin, super cool dans le sens, c'est ce que vous attendez en termes de fonctionnalité. En revanche, vous pouvez aussi avoir le revers de la médaille, c'est-à-dire qu'il y a des extensions qui seraient malveillantes et qui seraient là pour analyser votre trafic et arriver en fait à prendre des données sensibles et ce genre de choses. Et donc ça, en fait, c'est un peu sous couvert de ça et de sécurité que Google dit stop, maintenant on va limiter et on va faire une migration vers une version 3 et limiter en fait cette utilisation du web request et donc ça aura des impacts. Autre paragraphe, donc officiellement, comme nous avons pu le dire plus haut, Manifest V3 a été conçu pour apporter plus de sécurité et de protection aux utilisateurs des extensions sur le navigateur Chromium. Cependant, Google est une des plus grandes régies publicitaires du monde. Les revenus publicitaires du groupe Alphabet, qui est donc la maison mère de l'entreprise, s'élevaient en 2021 à 210 milliards de dollars, ce qui est, je pense, énorme. L'entreprise a donc besoin de rentrée d'argent et les bloqueurs de pub n'aident pas. Est-ce que c'est tout le débat est là en fait, c'est que ok, c'est sous couvert de sécurité, très très bien. Sauf qu'en gros, il va y avoir deux parties. Il y a d'un côté les gens qui disent « Ok, Google fait ça pour la sécu et c'est une bonne chose ». Et de l'autre côté, les gens qui disent « Non, en fait, ils font ça pour mettre des bâtons dans les roues aux bloqueurs de pub et comme ça, plus de publicité et donc plus d'argent en fait qui rentre ». Voilà, c'est tout le débat qu'on a aujourd'hui. Margot, je ne sais pas si tu as un avis là-dessus, mais voilà un petit peu pour l'explication technique. Retenez juste qu'il va y avoir une migration de cette API manifeste et que ça risque de poser beaucoup de problèmes. J'ai lu quelque part qu'il y avait notamment Adblock, qui est un bloqueur de publicité qui grosso modo disait qu'ils étaient prêts à migrer, que pour eux ça leur poserait pas de soucis, mais en tout cas c'est un article qui fait beaucoup parler. Donc je sais pas toi Margot, si est-ce que toi à titre personnel des fois tu as recours à des bloqueurs de pub ou autre, ou pas du tout? Est-ce que Je crois que j'en ai, ou c'est Google dans le navigateur que je le vois, bloqueur, tu sais, tu la petite popine là. Mais après, je suis pas spécialiste en sécurité. Et puis après, je pense que tout n'est pas blanc ou noir dans les choix de Google. Peut-être que oui, il y a un côté publicité, mais c'est sûr que la richesse de Google, c'est sa data en fait. Lui, il a fait sa richesse et sa renommée sur la data. Je vous donne des outils gratuits, mais en échange, ma monnaie, c'est la data. c'est ça. Et donc en fait, je pense pas qu'il y a soit blanc ou noir.
Mais bon, les 2 un peu arrangent. Comme on dit, si c'est gratuit, c'est que c'est toi le produit. Généralement, c'est un peu, c'est un peu la phrase qu'on dit. Et donc, ben voilà, ça serait quand même, ça aurait des impacts quand même non négligeables. Ça serait une très bonne chose pour les créateurs de contenu comme nous. C'est-à-dire que, étant donné qu'il y a plus de pubs, ben, quand tu crées du contenu sur YouTube, quand tu crées du contenu sur tous les réseaux sociaux, quels qu'ils soient, typiquement, ben, tu as des publicités qui peuvent apparaître, et donc Twitch notamment. Donc si jamais tu es filtré sur ce genre de choses, ben, tu perds de l'argent. Là où c'est le plus probant, c'est sur YouTube, parce que je crois que Twitch, les bloqueurs de pub n'agissent pas dessus, je sais pas comment ils font, mais voilà. Mais en revanche, ben, ça veut dire que de même, ben, YouTube, tu crées une vidéo, peut-être sur 100 vues, ben, en réalité, tu auras peut-être aujourd'hui que 80 enfin, tu auras peut-être au contraire que 20 ou 15 personnes qui vont être touchées par de la pub, sachant que la pub rapporte énormément, et je sais que enfin, les gens qui sont créateurs de contenu, très souvent te disent qu'ils tirent majeure partie de leur profit. Bon, il y a d'abord les placements évidemment, mais pour tout ce qui est, je veux dire, réseaux sociaux, YouTube c'est celui qui rapporte le plus. Et donc, si jamais demain on devait péter les extensions bloqueurs de pub, ça veut dire que là c'est let's go, quoi, tu vois. C'est en termes de finances, ça ouvre C'est les comme vannes, tout. quoi. C'est les abus qu'on a à travers la pub, sachant que Google, dans ses algorithmes de classement des sites, ils ont vraiment mis en place les Core Web Vitals, et donc le côté expérience utilisateur est de plus en plus important pour eux. Bien sûr. Et donc je pense que ces bloqueurs de pub sont aussi dans ce mindset de dire on va pas mettre de la pub qui n'a pas été demandée à l'utilisateur, Ouais. et pour pas nuire à son utilisation quotidienne Ouais. Mais ça, c'est un vrai débat. C'est un vrai débat, c'est-à-dire que clairement, il y a de l'abus dans le sens où c'est vrai qu'au niveau des pubs, tu as l'impression d'être retourné à l'époque de Flash où ça popait dans tous les sens. Et donc, voilà, aujourd'hui, ça devient invivable en fait si t'as pas un minimum de bloqueurs de surfer sur le web. Après, il y a aussi l'autre pendant qui est de dire, bah ouais, mais le problème c'est que, comment dirais-je, c'est que on a habitué les gens en fait à avoir du contenu gratuit, accessible et libre, comme nous on le fait ici. Aujourd'hui, tu payes pas en fait, en réalité, pour accéder au contenu des clics. Et donc, il faut un moyen de se rémunérer. Donc, c'est un vrai débat de fond. Je vois d'ailleurs que dans le chat, il y a quelques réactions. Hello Cool Freeze qui nous rejoint, je vois que tu es là. Qui met quand je surfe, la pub, c'est fatigant au bout d'un moment. Ben, c'est ça, c'est que voilà, autant on aimerait bien. On comprend qu'il faille rémunérer les créateurs de contenu. Autant, moi je comprends les deux points de vue, quoi. Vraiment, c'est-à-dire qu'en tant que créateur de contenu, je sais que c'est beaucoup de boulot et que au bout d'un moment, tu ne peux pas faire les choses pour rien. Non pas de devenir riche, c'est pas ce qu'on dit, mais rentabiliser ton temps tout simplement parce que sinon tu peux pas vivre. Et de l'autre côté, je peux comprendre qu'en tant qu'utilisateur, il y a tellement eu d'abus au niveau de la publicité que voilà, il faudrait des choses plus intelligentes. Il y a des gens d'ailleurs qui essayent de créer un peu ce type d'initiative. Je sais que par exemple Brave, donc qui est un navigateur basé sur du Chromium, avait pris le parti d'essayer peut-être de rémunérer en fait en fonction de là où tu naviguais. Il te rétribuait, alors je crois que c'était une crypto-monnaie, un truc comme ça, et tu pouvais la redistribuer en fait au site que tu consultais. Enfin voilà, il y a aussi ce truc-là de se dire, est-ce qu'à aujourd'hui, on pourrait pas réfléchir à des modèles économiques plus vertueux dans lesquels tout le monde arriverait à y trouver son compte et faire en sorte que les créateurs de contenu puissent vivre de leur création et que les gens qui naviguent puissent le faire sans en fait être toujours spammé de plein de choses, quoi. Je vois dans le chat Irlat qui dit pour Twitch la pub est peut-être directement intégrée au flux du stream qui n'est pas détectable par... Je pense que c'est ça effectivement. Je crois que c'est directement le flux vidéo et du coup tu peux pas bypasser effectivement. Geoffrey qui dit, je sais pas si on t'avait vu, mais salut à toi en tout cas. D'un côté aussi, les créateurs de contenu utilisent une plateforme qui est gratuite pour eux également. Complètement d'accord, 100% d'accord, et moi le premier, je te dirais toujours que Twitch est un outil qui est fabuleux et qui coûte du pognon, voilà, tout le monde le sait, l'encodage, décodage des vidéos à la volée comme ça, c'est-à-dire l'encodage, en fait, il faut que vous imaginiez que quand vous faites une vidéo comme moi, là j'ai ma caméra, ça va être un truc de cette taille-là, et en fait il faut le faire passer dans un plus petit tuyau, donc en fait ils vont faire en sorte que le flux soit plus petit, et puis après ils vont le regrossir entre guillemets de l'autre côté. Bref, on appelle ça l'encodage décodage, et ça coûte beaucoup d'argent, c'est voilà, c'est un pognon monstre. Donc effectivement je suis d'accord avec toi, les outils qu'on utilise sont quand même assez fabuleux, mais il faut reconnaître que quand tu es
utilisateur et que tu regardes et que tu te manges des pubs tous les 4 matins. Enfin, voilà. Moi, je sais que sur Twitch, par exemple, j'ai pris le parti de couper toutes les pubs le plus possible. Il y en a toujours une, je crois, qui passe, mais parce qu'on peut pas faire autrement, c'est celle quand vous arrivez. Mais après, j'évite, hein, parce que franchement, je peux comprendre que ce soit très pénible pour les gens, quoi. Donc, bon. Voilà. La pub pas forcément ciblée non plus. Parce Ouais. que, par exemple, sur Twitch, des fois, quand on arrive, bon, elle est là, mais elle est pas forcément ciblée pour moi. Ouais. Donc, elle est là parce que la marque a payé, quoi. Ouais, c'est ça. Je sais pas s'ils ont des systèmes de ciblage aussi précis que du Google ou du Facebook, mais c'est vrai que souvent, bon après, Twitch, de toute façon, ils l'orientent très tech, quoi, comme si on était tous des gamers en fait, et ce qui doit représenter, je pense, une bonne partie de leur public. Mais ouais, c'est vite saoulant, quoi. C'est vite saoulant. Voilà un petit peu en tout cas pour cet article. Sachez que effectivement Manifest V3, donc une mise à jour qui va être portée et qui risque de faire parler d'elle. On enchaîne du coup avec l'article suivant sur lequel on pourra aussi potentiellement réagir, et puis après on aura la démo de Margot du coup qui nous fera une petite démo de Notion et de son module d'intelligence artificielle. Alors l'article suivant est un article de 01net, donc je vous le partage rapidement, et qui parle donc d'Artifact, donc les cofondateurs d'Instagram qui lancent un nouveau réseau social. Donc je vous lis ça rapidement et puis on réagit, et n'hésitez pas évidemment à mettre dans le chat si vous avez des remarques ou autres, et j'y reviendrai bien sûr dessus. Plus de 4 ans après avoir claqué la porte de Facebook, le duo Kevin Systrom et Mike, alors je sais pas si ça se dit Krieger, bon peu importe, désolé pour lui, repasse à l'action. Donc les deux cofondateurs d'Instagram présentent un nouveau réseau social avec Artifact, qui est la contraction des termes article et fact, et intelligence artificielle. À mi-chemin entre TikTok, Google Reader et Twitter, l'application fait appel au machine learning pour proposer à ses utilisateurs un flux d'informations personnalisées. Merci beaucoup Jackie qui nous rejoint, bienvenue à toi. Et du coup, à la première utilisation, Artifact s'ouvre sur un fil d'actualité populaire. Il suffit ensuite de sélectionner un article pour que l'application propose de nouveaux contenus similaires, un peu comme fait TikTok, avec le feed pour toi. Et donc, les utilisateurs consomment attendez, pour l'utilisateur j'arrive pas à lire ce mot, en fait, c'est plus d'utilisateurs, je sais pas pourquoi je dis pour. Plus l'utilisateur consomme d'articles via Artifact, plus l'algorithme basé sur le temps passé à lire va s'améliorer. Donc effectivement, ce qui précise ici, c'est que c'est vraiment basé sur votre temps de lecture, pas sur les clics ou sur les réactions, etc. Et donc selon la newsletter Platformer, en plus de ce flux personnalisé, Artifact teste 2 autres fonctionnalités destinées à apporter la dimension sociale du réseau, un flux d'articles postés et commentés par les utilisateurs suivis, et une messagerie privée permettant aux internautes d'échanger directement au sujet d'une actualité commune. Donc ça serait vraiment un réseau social très très tourné sur l'actu, que du texte si je me trompe pas, vraiment. Donc c'est pour ça qu'il le compare pas mal à Google Reader. Ça serait vraiment des articles purement textuels, et donc voilà, il y a quand même cette notion, on va dire, de baser sur ce que il vous suggère, les thématiques qui vous intéressent, basées sur votre temps de lecture. Donc ensuite il y a un passage qui dit concernant la qualité des contenus, Systrom et Krieger sont clairs, Artifact intégrera de la presse de toute opinion, de gauche comme de droite. Pour autant, il n'est pas question de succomber aux fausses informations. Le duo ne cache pas sa volonté de n'intégrer à son application que des éditeurs de confiance, sociétés de presse comme blog, et se réserve le droit de supprimer tout post pris à divulguer de fausses nouvelles et autres sujets complotistes. Donc là, c'est aussi une question que je me suis posée. J'ai l'impression que c'est un point de différenciation, mais peut-être que j'ai mal compris. Hein, mais on dirait en fait dans ce paragraphe que l'idée, c'est de dire que le contenu qui va popper, ça ne sera pas issu forcément des gens, ça va être vraiment des créateurs de contenu qui seraient reconnus, style voilà, des éditeurs, ce genre de choses, quoi, des sociétés de presse, etc., qui auraient accès, qui pourraient rédiger un flux d'infos. Donc ça fait effectivement très, très fortement penser à Google Reader, quoi. On peut toutefois s'interroger sur les limites du système d'Artifact tel que présenté aujourd'hui. Chercher à vanter la neutralité à tout prix quand l'algorithme est fait pour abonder dans le sens de l'internaute laisse circonspect. Donc l'idée, c'est de dire,
voilà, vous dites, en gros, on va mettre des articles dans tous les sens, de tout bord politique, enfin, toute idéologie. En revanche, vous dites que ça va être basé sur de l'intelligence artificielle qui va détecter, en fait, hello Cathy, bienvenue à toi, qui va détecter en fait ce que vous aimez bien lire et vous pousser que du contenu que vous aimez bien lire. Donc, si je prends un exemple tout à fait basique, bête et méchant. Si par exemple je commence à lire un article d'un certain bord politique, par exemple, il va ne me pousser que des articles de ce bord-là, visiblement, si on comprend bien, et que cette même thématique. Ce qui fait qu'en réalité, il y a un vrai effet entonnoir et que vous allez être bloqué un peu dans votre bulle. C'est ce qu'on reproche d'ailleurs aux réseaux sociaux de façon globale, parce que c'est un peu ce qui pousse sans arrêt pour vous complaire et pour que vous restiez un peu dans votre bulle de confort. Donc voilà, c'est un peu la limite de ce qui est soulevé ici sur cet article-là. Mais en revanche, ce qu'il y a d'intéressant, moi je trouve, c'est que c'est quand même très tourné sur du texte. Bon, si on en croit les visuels, il y aura quand même une ou deux photos, mais voilà, ça sera principalement du texte, un peu comme si vous aviez votre journal en fait papier, quoi, hein, grosso modo, et beaucoup plus tourné sur ça que sur ce dont on a l'habitude avec les réseaux sociaux. Donc actuellement en phase de test, en mode bêta, donc c'est ce qu'ils mettent, toujours en cours de développement. Artifact est actuellement accessible sur invitation sur Android et iOS. Tout le monde peut s'inscrire sur une liste d'attente à l'aide d'un numéro de téléphone valide pour un accès à la bêta privée. Et je crois que j'avais testé le site, si je vais sur Artifact, hop, où est-ce que je l'avais vu? Attendez. Je sais plus. Parce que je sais qu'il y a un lien quelque part. Tic-tac, tic-tac. Bon, je sais pas. Si Ah, c'est là. Liste d'attente. Voilà, c'est ça. Artifact.news. Et donc, vous pouvez effectivement commencer à vous inscrire. Donc, un réseau très, très tourné, si je comprends bien, sur le côté actualité. En fait, j'ai l'impression que c'est un Twitter, mais sans le côté putaclic, on va dire, et sans le côté réaction. Voilà, enfin, en gros, quelque chose de, on prend que le meilleur de Twitter, c'est-à-dire le contenu, l'information instantanée, etc., etc. Je sais pas, toi, t'en penses quoi, Margot? Est-ce que par exemple, déjà t'es utilisatrice ou pas de Twitter ou pas trop? Ou est-ce que t'es plus contenu, images, vidéos, ce genre de choses? Non, moi je suis Instagram. Ah, Mais ok. c'est vrai que ouais, je suis Instagram, mais je trouve que le moyen de s'informer, ça devient un vrai sujet. On est vraiment dans un tournant. Mhm. Bon, après, ça, c'est mes études d'histoire qui reviennent forcément, Ouais. parce que je l'avais étudié cette partie de l'arrivée de la presse. Mais c'est vrai que là, aujourd'hui, on a un tournant où on passe sur le côté digital. Avant, nous, en tour, nos parents, ils allaient au journal de 20h. Enfin, c'était la religion. sûr. Enfin, moi, en tout cas, c'était. Et donc là, maintenant, on s'informe plus vers la télé, on s'informe via les réseaux sociaux. Mhm. Et donc, forcément, bon, la presse a jamais été neutre, quelle Ouais. qu'elle soit. Bon, ça, c'est pas un scoop. Mais je pense que ça part peut-être d'une bonne intention, mais encore une fois, il va falloir faire attention à ce qu'on affiche aux utilisateurs, parce que ça reste un réseau social. Même si Instagram a voulu quitter Facebook, enfin, les cofondateurs d'Instagram ont voulu quitter Facebook parce qu'ils n'étaient pas dans le délire de Zuckerberg, de mettre de la pub, de comment Facebook a créé, une fois que ça a été revendu. Toute leur philosophie, tu veux dire, en fait. Ouais, leur philosophie, je pense qu'elle part d'une bonne intention. C'est pour ça qu'ils ont quitté Facebook. Mais je pense que c'est touchy parce qu'à partir du moment où tu montres à des utilisateurs ce qu'ils aiment ou ce qu'ils veulent avoir, forcément, tu peux pas avoir quelque chose de neutre. Non. Et sur un sujet, quel qu'il soit, il faut vraiment avoir quelque chose. Je pense, comment il s'appelle, Hugo Décrypte. Moi, je pense que c'est là où il cartonne, et parce qu'il fait un vrai travail de journalisme, Ouais. où il est de manière très neutre et il présente les faits. Et puis après, nous, en tant que personne, on peut se faire notre propre avis. Mais du moins, l'information qu'on reçoit, elle est neutre. Et moi, par exemple, j'utilise Facebook avec beaucoup d'informations. J'ai beaucoup de médias, même Le Figaro, Le Monde, Libération. Enfin voilà, vraiment, je peux avoir plein de... sur Facebook, je suis abonnée à plein de médias, mais déjà, rien que le titre, il n'est pas neutre. Ouais. Il n'est pas neutre. Et même ce qui pousse comme actu, par exemple, Le Figaro, et les commentaires sont souvent à les casser. Ils vont faire des trucs genre sur les people ou sur des faits divers un peu glauques. Et on voit, mais non, mais les gars, vous êtes... c'est pas de l'info, c'est donner de la peur, c'est donner pour instrumentaliser quelque chose derrière. Et donc là, maintenant, on est à un tournant aujourd'hui. On n'est plus sur l'information maîtrisée de masse
à la télé, Ouais. parce qu'en fait, on présentait à tout le monde en France le même journal. Ouais. Là, maintenant, il y a la télé qui a sa propre philosophie, son mindset qui est contrôlé par. Enfin, contrôlé, il n'y a, y a Ouais, pas il y a du de. lobby. Enfin, Il y a disons du que c'est voilà, il y a lobby, quand faut même pas des se gros leurrer. groupes derrière. Hein, voilà. Mais derrière, il y a qui est contrôlé. Et là, Mhm. on va toucher à travers les réseaux sociaux d'autres médias qui vont être plus ou moins validés par les cofondateurs d'Instagram. Et donc là, ça va amener une autre vision, une autre chose, alors dans le positif ou dans le négatif. Ouais. Parce qu'il y a Mediapart, par exemple, qui a pris source à travers le média, donc le digital. Donc il y a eu plein de presse qui se veut un peu plus neutre et dénoncer des choses qui se font pas dans la télé, la communication globale. Donc voilà, je pense que c'est un vrai sujet et c'est pas neutre du tout ce média. Et puis l'info, on l'a vu aux États-Unis avec Facebook C'est qui a eu primordial, ouais. c'est pas neutre. Et comment on l'affiche Bien sûr. et à qui? Parce que les jeunes, j'étais tombée sur Quotidien, sur TMC. Il disait il faisait parler des jeunes. Et alors, disait, c'est quoi votre moyen de vous informer Vous sur ce qui se renseigner, passe ouais. sur la vie? Et c'était TikTok, en fait. Ils disaient tous, alors des ados entre 12 et 18 ans, c'est tous TikTok ou Instagram, Ouais. et ça pose vraiment la télé, c'est plus, ils n'écoutent pas la télé, en fait. Donc, ils voient ce qui se fait aux médias sur TikTok. Ce qui Et veut donc, dire ça que peut- leur vision de la réalité est dessinée au travers de ce qu'ils voient sur TikTok, tu vois. Et voilà. Ouais. Alors, c'est rigolo, je regarde aussi dans le chat, Hello Damarwan qui nous rejoint. Jackie qui dit, ah ben la télé, entre BFM et CNews, on n'est pas vraiment gâté, donc on cherche ailleurs, en effet. Alors, si jamais, effectivement, tu cherches une source d'info, moi, je ne peux que te recommander aussi ce que disait Margot, Hugo Décrypte, c'est vraiment très bien, dans le sens où c'est déjà un condensé, au niveau du format, c'est hyper agréable à regarder. Après, voilà, bon, tu pourras jamais avoir un truc 100% neutre, ça c'est clair et net, Non. mais il essaye à minima d'avoir ce côté, je dirais, effectivement, d'essayer de ne pas prendre parti. Il y a une autre chose, je dirais. Merci beaucoup, Jackie, qui nous soutient avec son Merci. Prime et qui claque son Prime. Merci beaucoup, beaucoup. Autre phénomène, j'allais dire, je réagis par rapport à ce que tu dis, Margot, c'est que étant donné qu'il y a une forte concurrence, typiquement, bon, tu dis Facebook, mais de façon globale sur Internet, puisque chacun finalement peut être source d'infos, la concurrence étant très très forte, il y a aussi le phénomène de à qui fera le visuel et le titre le plus accrocheur pour essayer finalement d'arriver en fait à accrocher l'attention des gens. Et donc ça, je pense que ça amène souvent des débordements. J'essaye de crier le plus fort possible en fait, quoi. Ça, c'est la guerre de l'attention. Ouais. Merci Anish, experte. Moi, je trouve que moi, ça me passionne. Ouais. Et c'est vrai que la guerre de l'attention, on la voit à travers les contenus vidéo. On va en parler tout à l'heure avec YouTube et TikTok. C'est faire du contenu impactant, court et qui attire l'œil d'utilisateur qui fait du scroll en fait toute la journée. Quand n'importe quel réseau social, on scrolle. Et donc, comment on fait pour attirer l'attention? C'est à travers des émotions. Si je fais quelque chose de super neutre, ça va pas faire kiffer les gens. Ouais. Donc, il faut que je mette. Et c'est souvent la peur et la surprise qui va te faire arrêter sur un truc. Et donc, forcément, on rentre dans un engrenage. Et donc, ça veut dire que moi, aujourd'hui, par exemple, dans mon grand âge aujourd'hui, un peu, je n'ai pas la même source d'information que quelqu'un qui a 10 ans de moins que moi. Ouais. Et je pense que la vision du monde, il y a plein de choses qui on est influencé ou d'un côté comme de l'autre différemment. Et je pense que ça va. Voilà, ça va être un vrai enjeu, ouais. Ça va être un enjeu, clairement. De toute façon, l'information, on l'a vu de tout temps. Quand tu avais la guerre froide, à l'époque de la guerre froide ou l'époque de toutes les guerres, on te dit souvent qu'il y avait des fois, ils font appel aussi à de la manipulation d'infos. Et en fait, tout ce qui se passe dans la tête des gens et du peuple, quoi, c'est basé sur ce qu'on te dit, quoi. Donc, effectivement, je réagis rapidement sur quelque chose qui a été mis donc, par... alors, attends. ZFR, ça, je sais pas si ça se dit comme ça. Est-ce que vous avez vu Combini M6 qui s'associe pour faire une chaîne de streaming? Je ne savais pas. Tu nous l'apprends. Donc, merci beaucoup. Je regarde ça. Du coup, j'ai regardé vite fait. J'ai trouvé un article à Tribune. M6 s'associe à Combini
pour enrichir sa plateforme de streaming gratuite Sixplay. Le groupe M6 noue un partenariat avec Combini pour étoffer le catalogue de sa plateforme de streaming gratuit Sixplay, agrémenté dès mars d'une chaîne consacrée au contenu de ce média en ligne prisé par les jeunes. Pour Combini, il s'agit surtout de diversifier ses sources de revenus alors qu'il est enfin parvenu à la rentabilité en 2022. Ben, je ne savais pas. Merci beaucoup en tout cas du partage. C'est ce qu'on aime bien avec cette chaîne, c'est qu'on ne fait pas que vous apprendre, c'est aussi vous qui nous apprenez certaines choses. Donc voilà, sachez apparemment, c'est un peu le scoop. M6 et Combini qui s'associent. Voilà, je sais pas si tu avais d'autres réactions sur ça, Margot, ou si on enchaîne avec l'actualité suivante et ton test. Juste faut avoir un recul sur n'importe quelle info qu'on a et se faire son propre opinion. Essayez de diversifier vos sources d'infos, ouais, histoire de vous faire un avis qui soit un petit peu plus prendre de la hauteur, on va dire. De la hauteur. Allez, on va enchaîner du coup avec une actualité suivante, ou plutôt un test. Ça va être un peu l'instant test, puisque vous savez, donc Déclic, on est une chaîne qui est très tournée sur l'actu web et numérique, et du coup un outil dont on présente même plus maintenant, hein, donc qu'il s'agit de Notion, qui permet de faire de la prise de notes de façon bien efficace, avec beaucoup d'automatisation, ce genre de choses. Et donc ils ont sorti un module d'intelligence artificielle récemment, dont on va parler du coup. Margot, peut-être je te laisse introduire le sujet et faire le test. Merci Nico, M2Media. Donc moi je l'ai depuis hier, Notion AI. Donc je vais commencer un petit peu à le tester. Yes. Alors je le fais, je le dis direct, on n'est pas sur ChatGPT. Ouais. Ok. Donc on n'est pas, c'est pas du tout à ce niveau-là. Moi je pense que c'est pas forcément là vous allez voir, hein, mais je vous le dis direct, hein, c'est, je sais pas, c'est bizarre parce que moi je suis une utilisatrice vraiment quotidienne et puis de Notion, j'ai vraiment mis tout mon système documentaire. Enfin je le pousse assez Notion. Ouais. Et de toutes les fonctionnalités que j'aimerais, c'est pas forcément celle qui au quotidien va m'aider. Ok, alors je vais passer sur ton écran pour que tu sois en plein écran. Coucou Jojo, pain d'épices qui est dans le chat, coucou à toi, et merci à Laurent également qui nous a rejoint ce matin. Allez, je te laisse du coup présenter, t'as le plein écran Margot si tu veux partager. Et je sais pas pourquoi j'allais plus. Ah, attends, t'as une double... Alors attends, ouais, est-ce que tu peux mettre sur une autre scène normalement? J'ai dû mettre... si tu regardes sur le pad, tu dois avoir une scène partage et tu dois avoir une deuxième normalement qui s'appelle... je sais plus comment. Oui, voilà, c'est ça. Attends. Non, c'était bon, c'était celle d'avant. Tu dois en avoir une deuxième parce qu'en fait, le problème sinon, c'est que ça va doubler au niveau de mon chat et ça sera pas bon. Ça te va? Non, normalement sur le Stream Deck, tu dois, je sais pas ce que t'as. Normalement, t'as une scène de partage, mais t'en as une deuxième dual. Je sais pas si tu vois, t'en as deux. Ouais, voilà, très bien. Okay. C'est ça. Ah, c'est bon, on voit mon écran. C'est parfait. Vas-y. Allez. Donc là, je me suis mis sur un écran neutre, et en fait, maintenant que j'ai Notion AI, c'est comme on fait le slash, et en fait, en haut, on a toute la partie Notion AI, et après en dessous on a toutes les fonctionnalités basiques. Donc c'est comme ça que je me suis rendu compte que je les avais. Donc pour le moment c'est encore disponible en anglais. Donc tout est en anglais. Par contre il y a un système de traduction où on peut, il est super d'ailleurs le système de traduction pour le faire en français. Donc là vous voyez en fait Notion AI, de ce que j'en ai compris, en fait ça vous donne différentes mises en forme de texte. C'est-à-dire que vous avez à partir de social media post, donc ça veut dire que j'ai envie de créer un post. Donc quand je vais poser la question, il va me rédiger au format de social media. Pareil pour la presse, essai. Même il fait des poèmes. On a fait un test. Je sais pas si c'est du Arthur Rimbaud, mais bon, il y a un peu le côté poétique. Donc voilà, pro and cons, les job descriptions, ça c'est assez incroyable. Et voilà, donc en gros, c'est pour moi Notion AI aujourd'hui, c'est juste un brouillon en fait qui vous permet de par exemple, je sais pas, on va prendre un job description. Donc je sais pas, qu'est-ce que vous voulez faire comme description? Anto, tu veux faire quoi? Job description, c'est en anglais ou en français? En anglais. En anglais. Est-ce que tu peux demander qui rédige une demande de poste pour une personne qui viendrait travailler dans une dans une régie dans une régie pour un média avec des présentateurs de talent. On va pas te challenger, non, je veux dire on va pas te challenger mais Nico Actu, il y a Saint-Valentin si tu veux pour faire des jolis poèmes.
Euh, donc, qu'est-ce qu'on fait? Actu, design, un développeur? Ouais, développeur, quelque chose de classique. Alors je suis désolé si jamais vous voyez des petites coupures au niveau vidéo, je vois que ça coupe un peu. Le son a l'air nickel, mais au niveau de la vidéo, ça, de temps en temps ça saccade, mais c'est pas grave, on continue tel que, de toute façon, ça a l'air de revenir, c'est juste que de temps en temps, en fonction de la connexion, vous savez, ça peut être plus ou moins bon. Nico, on fera un article sur l'audiovisuel après le job description, parce que là, du coup, sur le job description. Donc là, en fait, j'ai mis About Developer 10 Year Experience. Et then, je clique sur OK. Et donc là, l'IA, en fait, commence à traiter me rédige l'offre d'emploi, en fait. C'est beaucoup plus rapide, j'ai l'impression, que par contre que ChatGPT, en termes de performance, ça a l'air Ouais, beaucoup c'est plus super puissant. rapide. Ouais. Et là, donc, il me rédige un premier bloc. Et ensuite, j'ai plusieurs solutions. Soit c'est OK, ça me va. Ouais. Soit je continue à écrire. Soit, en fait, continue writing, ça veut dire qu'il me donne un peu plus sur ce... qui me donne d'autres infos. Et make longer, c'est en fait ce qu'il a écrit, il le met un peu plus long, quoi. Il me donne des plus gros paragraphes. D'accord. Donc, par exemple, je peux continue writing and then il continue, en fait. Voilà. Donc, vraiment, on voit que quand je vous parlais tout à l'heure des formats de social media post, de job description, d'articles, en fait, il me fait des paragraphes. Alors, il y a responsibility. Donc, voilà, c'est donc les responsabilités, design, développer le software, implémenter. Ensuite, il y a tout ce qui est nécessaire, donc les 10 ans d'expérience, avoir tant d'expertise dans tel langage, les analytiques. Enfin voilà, on voit qu'il rédige. Et donc après, une fois que j'ai décidé que c'était OK, je fais done. Et voilà, j'ai mon offre d'emploi. Donc c'est vrai que là, comme ça, pour moi, Notion AI, c'est bien, mais ça reste pour les syndromes de page blanche. Parce que là, par exemple, si j'ai envie de rédiger une offre d'emploi, je sais pas trop, j'ai jamais fait ça, je suis pas RH, je sais pas par quoi commencer. Je demande à Notion AI de me donner une base, un peu une architecture, et puis moi derrière je vais pouvoir rajouter des informations qui me sont vraiment utiles et qui sont nécessaires à mon offre d'emploi. Ok. Donc là après ce que je disais c'est que après je fais hop, je prends tout et là je fais hop. Et là, en fait, soit une fois que le texte il est terminé, j'ai d'autres choses. Soit je considère qu'il est mal écrit, donc je peux lui demander d'améliorer. Il peut continuer à faire du texte, améliorer la grammaire, améliorer la qualité du langage. Peut-être qu'il est un peu trop soutenu, donc je vais lui demander de faire quelque chose d'un peu plus simple. Et après, il y a la partie translate. Et donc, c'est là où ça, par contre, je trouve que c'est super cool. Je pense notamment à tous ceux qui font de la veille parce que c'est d'ailleurs pour ça que Déclic existe, c'est parce qu'on est obligé d'aller dans la littérature anglaise ou du moins américaine pour pouvoir faire notre veille. Là, si vous en avez marre de lire de l'anglais, vous mettez votre article sur Notion à travers une extension, je ne sais pas si vous connaissez, c'est Save to Notion. Et vous pouvez mettre l'article qui est dans n'importe quel site dans Notion, vous le mettez et puis là vous faites translate et là si vous voulez le translate en French, assez rapide et voilà, il me le traduit. Donc ça c'est bien parce qu'aujourd'hui Notion AI est disponible en version alpha que en anglais, mais si vous voulez l'utiliser pour pouvoir en français, vous pouvez faire translate et c'est ok quoi. D'accord. Donc ça, je trouve que par contre, la partie trad, je trouve que c'est super cool. Ouais. Parce que ça permet de changer de Google et puis ça le permet de l'avoir directement dans Notion. Donc si vraiment vous utilisez Notion, ça vous permet de l'avoir déjà dessus. Vous n'avez pas besoin de copier-coller. C'est souvent limité sur Google. Bon voilà, après, faudrait le pusher. Je l'ai que depuis hier. Mais je pense que c'est vraiment, pour moi, la partie trad, mon petit truc que j'aime bien. Donc, qu'est-ce que je voulais vous montrer après, soit on peut continuer sur l'offre d'emploi, soit peut-être on peut parler sur la partie article. Je sais que Nico, je t'avais dit qu'on ferait de l'audiovisuel sur ton site internet. Je vais changer. Testons. Je vais continuer la démo sur cette partie-là. Hop. Et alors, j'ai une question. Est-ce que tu as déjà testé, toi, à titre personnel, est-ce que tu as déjà testé ChatGPT pour savoir si on pouvait faire une comparaison, je dirais, entre les deux? Est-ce
Est-ce Mmh. que, disons, l'un est plus performant que l'autre? Il y a une notion de vitesse, on réagissait justement avec Bob Oui. là-dessus, où il me disait, donc Bob le développeur, il disait, il me semble que ChatGPT, il faisait en sorte que ça écrive lentement pour que ça ait l'air plus humain. Et ce à quoi j'ai Ouais. répondu possible, ou alors peut-être pour justifier la version premium, puisque comme vous le savez, il y a une version premium qui arrive, et je sais que la version premium est Ça va beaucoup récupérer la data. Ouais, c'est ça. Et la Comment on version sait tester? premium est beaucoup plus rapide et perf. Alors, il justifie ça surtout pour la partie puissance de calcul, hein, parce que bon, c'est très très sollicité. Mais en tout cas, voilà. Est-ce que au niveau de, est-ce que t'aurais un comparatif à nous faire, ou est-ce que Oui. déjà t'as testé toi ou pas du tout? Oui, j'ai testé. Moi, vraiment, moi, c'est pas tant la rapidité en soi qui est vraiment un argument parce que moi, à partir du moment où il fait le boulot, Mhm. qu'il le fasse je préfère qu'il mette 5 secondes de plus Et que ce soit bien fait. et qu'il me le fasse nickel. Hmm. Moi, par contre, ce que je reproche, on va le voir dans l'article, comme ça, Nico, tu nous diras quelque chose de ce que tu en penses. Mais je trouve que Notion AI, le vrai reproche que j'ai à lui faire sur le côté intelligence artificielle, c'est que je sais pas où il récupère sa donnée, mais c'est très robot. En Ouais. fait, c'est pas la différence, c'est là où quand je disais tout à l'heure que ChatGPT, c'était, on était loin de ce niveau-là. C'est parce que la qualité vraiment limite, on dirait qu'il y a une réflexion derrière avec ChatGPT, alors que Notion, c'est vraiment, je sais pas s'il récupère les bases de Google ou autre. C'est très robot, très simple. Il n'y a pas de style, quoi. Ouais. Hop, alors comme je vous ai montré, on fait avec le slash où on a toutes les fonctionnalités. On va faire on peut faire Mediapost, c'est le quoi? média post. Ouais, c'est dédié aux réseaux sociaux, et c'est différent de blog post du coup, j'imagine. Oui, en fait, en vrai, ça va être c'est plus le format qui va changer. Donc, regarde, on Vas-y, peut le vas-y. prendre. Et donc, tu m'as dit, Sur Nico, l'audiovisuel. tu veux audiovisuel. Audiovisuel, je sais pas comment Je sais pas je l'écris en anglais. Ouais, comment on peut le traduire. Attends, vas-y. Pour être sûr exact. Je vais faire l'assistant traducteur. Ouais, merci. Mais après, regarde, et tu sais quoi? Regarde. Bah, On va traduit avec, hein. tester. Ouais. On va faire. Enfin, regarde, audiovisuel. Je vais mettre stop. Ok. Comment il me le traduit? Audiovisuel, tu vois. Ouais, c'est tout simple, audiovisuel. Je cherchais un truc un peu plus précis. Ok. Ok. Donc, on va faire audiovisuel. Excuse-moi, je regarde. Pour ton site Instagram, pour un article sur l'audiovisuel, pour mon site Internet. Ok. Donc, on va faire un blog post et on va faire. Attends, on va faire Create a post on the theme of audiovisual. Let's go. Allez, c'est parti. Mais c'est bien parce que tu vois, en fait, là, les galères qu'on rencontre, entre guillemets, sur comment décrire, etc. À quoi sert le drone dans l'audiovisuel? Ouais, ça peut être une bonne thématique, ça. Mais les galères qu'on rencontre là, en fait, c'est des choses du quotidien. C'est-à-dire que t'es pas toujours là en train de te dire, bon, voilà, j'ai un bon script, un bon prompt, et du coup, comment je fais pour lui décrire? Donc, c'est bien de tester un peu ses limites, tu vois. Oui. Puis nos limites dans l'anglais, pourtant, moi j'y ai passé 4 ans, donc je suis un peu rouillée en termes de vocabulaire about the drone. In broadcasting, ça tu peux mettre. Ou what the drone is used for in broadcasting. Traduction de DeepL. Oh là là, je t'adore. Hein. Voilà. Is the use in audio. Ouais, mais un truc approximatif, c'est une IA, il est censé comprendre. Hein. Oh bah ouais, attends, c'est bon, on va pas faire le boulot non plus. Alors voyons voir. Donc là, ça, on va continuer. Tu vois qu'il a capté mon anglais là. Il dit, je pense que c'est ça, make longer, voilà. Hop, je sais pas, il a recommencé. Bon voilà, ça fait le truc. Et après, alors en termes de longueur, tu peux comme ça définir quelque chose. Tu continues en fait. Okay. Il commence, et puis là, si c'est moi qui décide, bah continue, vas-y. Et là, il continue. Et il peut te parler comme ça pendant X temps. Ok. Ouais. Ok. Alors c'est plutôt intéressant. Faudra voir effectivement si directement ils embarquent ou pas cette notion de traduction. Enfin, je dirais, est-ce qu'il peut parler directement en français? Puisque ChatGPT, lui, il a vraiment pas de. Il n'a pas de souci en fait à parler dans la langue que tu veux, quoi. Donc c'est directement intégré. Benta qui demande si on peut tester la traduction du coup à partir de ce texte pour voir si effectivement on arrive à. C'est ce que j'allais faire, et j'allais aussi vous montrer un autre sujet. Outre que la traduction, il y a le côté résumé. Ouais.
Donc, on va, par exemple, tout ce qu'on a eu, je vais faire summarize. Et donc là, techniquement, il est censé me résumer tout ce qu'il a écrit en Go. Ok. Voilà. Et donc, une fois que j'ai fait ça, j'insère. que- Soit je le remplace, soit je l'ajoute. Est-ce Voilà. que ça Donc, soit t'embête, pas de la- Margot, si on poursuit la démo sur mon écran? Parce que vraiment, je pense que de ton côté, ça lag un peu. Et étant donné que Mhm. moi, je l'ai également, peut-être qu'on peut faire le test sur le mien. Tu me dis quoi écrire et je le fais. Ok. Ça te va? Donc, Ouais. je nous bascule. Remets-toi sur plein écran. Hop, comme ça sera peut-être plus clean. Hop, je vais mettre en plein écran et tu me dis quoi taper. Et moi, tu es la tête et je suis le corps. Oh, j'aime ça, c'est génial. Ok. Vas-y, dis-moi. Donc Donc, tu peut-être peux que remettre. je peux retester du coup d'écrire un Ouais, article, c'est ça? redécrire un article et Ok. puis on va utiliser on va montrer le. Donc du coup, ça serait publication pour les réseaux. Non, t'avais mis article de blog, toi, je crois. Oui, mais après, en soi, on peut tester n'importe quel. Alors moi, je l'ai en français, c'est bizarre. C'est que. Ah ouais? Ouais, je l'ai en français. Vas-y, on va tester. Ok. Écris-moi un article sur l'utilisation des drones ou sur... Ouais, l'utilisation des drones, c'est bien. Dans Ouais. Dans l'audiovisuel. l'audiovisuel. Allez, on teste. Générer une publication. Eh, ça marche, hein? T'as vu, ça tue, hein? Les drones sont de plus en plus présents dans le monde de l'audiovisuel. En effet. Alors, en plus, il te fait introduction, machin et tout. Il te fait vraiment Ouais, tout c'est le ça. En détail. fait, c'est pour ça que quand tu choisis le poème, le social media, l'article, en fait, lui, il va vraiment changer son architecture en fonction de ce que tu as demandé. D'accord. On pourrait faire un poème, ça serait cool. Un poème, tu veux qu'on teste? Non, non, enfin, continue. Mais ça, genre, l'audiovisuel, qu'est-ce qu'il peut nous faire C'est quand même assez impressionnant, hein, parce que c'est vraiment un article complet, quoi. Ouais. Et en fait, je trouve que, après, on pourrait le lire un peu plus en détail, mais je pense que par rapport à ChatGPT, je trouve qu'il peut amener presque un peu d'humour ou de ChatGPT ou quelque chose où on sent vraiment l'humain. Là, je trouve que c'est très descriptif, c'est bien structuré. Et ensuite, après, tu as soit la partie traduction, donc en fait, tu sélectionnes tout le texte et tu fais. Traduire. Donc, si par exemple, je veux écrire un article, je veux le faire en espagnol, je peux donc demander à l'IA, ok, et je peux lui dire de traduire en espagnol. Exactement. Ok, essayons. Et ça, je trouve que la partie traduction, c'est vraiment le fort de l'IA. Los drones están cada vez más presentes en el mundo del audiovisual. Voilà. J'ai aussi un bon accent espagnol. Ouais, ça marche bien, hein. En vrai, ça marche bien. Après, je suis pas spécialiste espagnol, mais bon, de ce que je vois et des quelques cours que j'ai eu au collège, ça a l'air pas déconnant quand même, hein. C'est ça, et je trouve que la partie vraiment traduction, c'est cool parce que c'est vraiment complémentaire à Save2Notion, où moi j'utilise systématiquement en fait quand je tombe sur des articles. Ouais. C'est une extension Chrome, moi j'utilise sur Chrome, mais c'est une extension où en fait on l'a tout en haut du navigateur, et puis en fait quand on a un article qui nous intéresse ou une page, en fait n'importe quoi, une page qu'on veut sauvegarder, on peut créer dans Notion une sorte de dossier avec, moi j'ai dossier ressources, et en fait j'ai lié mon Save2Notion à cette page ressources, et donc quand il y a un article que j'ai lu ou que je veux garder, pour raison X ou Y, je veux garder cet article, au lieu de le mettre dans mes favoris Google, je clique sur l'extension Save2Notion, hop, et automatiquement il se met dans mon Notion, et en fait il te met un truc super carré, donc c'est sous forme de galerie, te met même un petit fond d'écran, et puis t'as l'article dans Notion. Et ça, si par exemple, si t'as pas envie de faire de la traduction en anglais ou en autre langue, tu peux utiliser Google AI, Notion AI, et qui te translate le site que tu as chopé sur n'importe quel site. Donc ça, je trouve ça bien. Moi, je trouve que là, tu vois, le côté méga puissant, c'est que en fait, c'est déjà intégré dans ton outil, quoi. Ça, c'est vraiment hyper pratique. Tu vois, comme là, c'est trop bien. J'ai directement eu à sélectionner mon texte, et tu as le petit bouton, je trouve ça très efficace, hein, ce petit bouton là, demander à l'IA, qui est ici là. Hop, où est-ce qu'il est? Je sais plus. Il faut faire un clic droit. Ouais, demander à l'IA. Et tu as directement l'accès à toutes tes features. Et ça, je pense que ça peut être le game changer. C'est que vraiment, de pas avoir à aller sur ChatGPT, revenir machin, parce que c'est pas très pratique en fait en termes d'utilisation. C'est la multiplication des outils. Ouais, voilà. Et là, tu vois, j'ai testé la feature résumé, et ça fonctionne vraiment très bien, quoi. Ça fonctionne vraiment très bien.
Donc après, il Non, faudra non, voir oui, oui. en termes de pertinence, parce que j'imagine que les gens qui sont dans le milieu peut-être peuvent argumenter comme quoi c'est pas complètement efficace, etc. Mais je trouve ça bien En fichu, ouais. fait, pour moi, c'est vraiment une base. C'est-à-dire que t'as pas envie de partir de la page blanche Ouais, et ça te permet d'avoir une base et ensuite tu peux l'enrichir. Parce que je trouve que c'est plus facile d'enrichir une base que de partir de Z. ouais. Là, tu dis comment je fais, par quoi je commence. Euh, donc, pour moi, c'est pas à copier-coller, c'est vraiment une aide. Une aide pour pouvoir faire Ouais. les différents sujets. Pour test poème, pour rigoler. Je vais Sur tester poème. l'audiovisuel, putain, j'ai Par contre, voir je que sais je pas, pourrais de mettre. ton côté, alors moi je suis hyper fluide, et je sais pas si, est-ce qu'à l'agence il y a des gens qui sont en train de télécharger, qui sont sur Emule ou quoi, mais j'ai l'impression que votre réseau est pas ouf, et du coup au niveau de la caméra on voit pas, ça frise un petit peu, on entend bien le son, mais c'est un peu saccadé. Donc je sais pas, est-ce que de votre côté il y a trop de... Bon, on va continuer comme ça, de toute façon on t'entend bien au niveau du Ok. son, donc ça devrait aller. Ah oui, parce qu'ils sont 5. Ah oui, Paul qui me dit qu'ils sont 5 à être sur Twitch. Donc peut-être essayer de couper, parce que là, au niveau de la bande passante, ou passer à 4G, parce que c'est un peu border, et on entend très bien, hein, mais l'image est un peu saccadée, c'est dommage. Donc en attendant, je teste du coup, effectivement, comme tu dis, donc cette fonctionnalité. Donc fonctionnalité poème, c'est ça? Si je dis Ouais, plus, pour euh, le côté le côté un peu fleur bleue, bleu, tu oui. connais. Voilà. Alors c'est dans quoi par contre qu'il faut aller à quel endroit exactement? Tu tapes plus, non? Je Quand peux tu faire descends écrire plus. avec l'IA. Ouais. Et là, je peux lui demander un poème directement, c'est ça? Ou c'est une... T'as cliqué sur poème, parce que, tu sais, refait IA, et non, t'as plus. je fais le slash, là. Ah oui, t'as Tu l'as plus, pas le poème, effectivement. toi? T'as raison, t'as raison. Et après, il faut aller dans quoi? Recherche de tâches, traduire, expliquer, améliorer le style, Ah, tu rallonger. l'as pas? Non, mais tu Ah, vois, ok, mais toi, tu vois, peut-être que c'est en version anglais uniquement, potentiellement. Ah, peut-être. C'est- Ouais, parce que du coup, ouais, moi, j'ai la version anglaise et j'ai poème. Bon, Mais après, sinon, après, si je j'ai. fais écrit, moi, un Ah oui, poème peut-être mon poème. pour souhaiter un bon anniversaire à Margot. Let's go. Il y arrive, là c'est un champion, hein. Bon. Joyeux anniversaire Margot, nous t'envoyons nos meilleurs vœux pour toi, cette journée est spéciale. Joyeux anniversaire Margot. Ouais, y a pas trop, c'est pas de la rime riche, hein, quand même. Mais attends, vas-y, je vais le faire parce que moi, j'avais fait un test hier sur le poème et je trouvais, je suis wow, quoi. Tu trouvais ça plutôt puissant? Bon, après, peut-être que le fait de dire Putain, que c'est un anniversaire, j'ai l'impression que il a peut-être du mal. Et après, donc, Benta qui demande si on peut faire rechercher les tâches. Alors, on va tester. Donc, c'est quoi plus rechercher les tâches, c'est quoi ça? Tu l'as vu où? Parce que moi, un mot, tout un mot. c'est... Enfin, tu fais Ah plus oui, et là, rechercher les tâches. Vas-y, testons. Et ouais, mais... Ah oui, ok. En fait, t'as le to-do man. Ok, il fait une espèce de liste to-do basée sur le texte précédent qu'on a fait, c'est Ouais, ça? c'est ça, en fait, tout est lié. Ok, Et après, t'as même les pour et les contre. d'accord. Ok. J'avais fait le test, genre, c'est quoi les pour et les contre de Notion et je sais plus, et de Evernote, j'avais mis, je crois. Ok. Ok. Ah, c'est Donc, pas il mal. te fait Notion pour les infos, contre les infos, et Ouais. Evernote, pareil. Et je trouve, ben voilà, c'est Ce qui veut dire qu'il y a une donc bonne base. cette notion de contexte comme on a sur, typiquement comme on a sur ChatGPT, où en fait tu peux écrire un truc et ensuite il est capable d'enchaîner exactement comme une vraie conversation où tu as des gens qui parlent d'un truc, puis après ils enchaînent sur autre chose en tenant compte du contexte précédent, quoi. C'est ça. Ok. Bah écoute, c'est cool, je pense que ça a été un bon test et une bonne vue, on va dire, d'ensemble de l'outil. C'est hyper intéressant, moi je l'avais jamais testé parce que j'ai pas pris le temps malheureusement. Mais très très puissant, et je pense que là où ça peut être vraiment différenciant par rapport, on va dire, à ce que peut nous proposer ChatGPT, c'est ce côté intégration. Je pense que cette lacune sera comblée par ChatGPT, il y aura probablement beaucoup d'outils, d'extensions et autres qui vont venir combler cette lacune, mais en tout cas pour moi c'est un élément qui est différenciant. Oui, Merci beaucoup Margot, je sais pas si tu avais d'autres trucs à dire là-dessus. Non, c'est vrai que pour Notion, c'est pas du tout la même philosophie que ChatGPT. ChatGPT, c'est vraiment pour moi donner une réponse vraiment en qualité, et Notion, il est plus dans son idée d'aider l'utilisateur dans son quotidien, dans son travail. Et donc je pense que bon, c'est pas le même truc, mais
Moi, comme j'ai dit, je trouve que c'est vraiment, c'est pas la fonctionnalité moi qui utilise Notion vraiment tous les jours et qui le pousse, Ouais, c'est pas ça qui vraiment que j'attendais de pied ferme, quoi. ok, ok. Mais cool et puis on va à voir. À voir. Ok. Bon bah écoute, merci en tout cas, ça nous fait une bonne, ça nous aura fait un bon aperçu en tout cas de tout ça. On va enchaîner parce que je vois que le temps passe. Bon, on a commencé un petit peu plus tard, donc on peut se permettre de grignoter un petit peu. C'est birthday today, c'est pas rien, Ouais, c'est ça. la fête. C'est ça. Donc rapidement, je te propose de passer à l'article suivant, qui est un article du siècle du digital. Je vais le lire de mon côté, puis on réagit de suite. Sur la thématique du coup, donc TikTok et les shorts YouTube. Je vais mettre à jour d'ailleurs le titre tant que j'y pense du stream pour j'essaye de mettre à jour comme ça les gens qui viennent, hop, ils savent direct de quoi on parle. Donc TikTok ne fait plus d'ombre aux shorts YouTube. Alors cet article est très intéressant dans le sens où ils vont un petit peu aller chercher au niveau des stats tout ce qui se fait et on se rend compte en fait que finalement TikTok qui est vu un peu comme la bête noire de pas mal de réseaux sociaux, puisque voilà vraiment le réseau qui explose ces derniers temps, est grandement concurrencé on va dire par le développement d'autres fonctionnalités par YouTube et Insta que sont les shorts et les reels évidemment. Donc je lis l'article. YouTube séduit de plus en plus de vidéastes et d'influenceurs grâce à son modèle économique et la possibilité de faire à la fois du format long et court. La guerre des plateformes de partage de courtes vidéos continue de faire rage. Pour faire face à TikTok, YouTube a rendu effective ce 1er février la monétisation des shorts. Ça, je sais qu'on en avait parlé d'ailleurs sur une matinale. Merci Nico, à très bientôt. Bonne journée à toi. Effectivement, donc cet aspect monétisation des shorts qui n'était pas jusqu'alors pris en compte, on en a parlé sur une précédente matinale et qui peut faire grandement la différence parce que les créateurs de contenu quand même regardent l'aspect rémunération vu que c'est leur job quoi. Les deux concurrents essayent chacun d'attirer le plus de créateurs de contenu et après être longtemps resté derrière TikTok, YouTube semble avoir rattrapé son retard. Avec plus de 1,5 milliard de spectateurs mensuels sur ses shorts, YouTube n'a plus rien à envier à TikTok. Ce chiffre représente les 3/4 de l'ensemble des utilisateurs de la plateforme. Donc ça veut dire que les shorts prennent une place prépondérante, tout simplement parce que ce mode de consommation, on va dire, de vidéos un petit peu courtes et résumées, c'est quelque chose qui est devenu vraiment ancré, j'ai l'impression. Et donc, que ce soit Insta avec ses Reels, YouTube avec ses shorts ou TikTok, maintenant, ça prend beaucoup, beaucoup de place. Elle explique que c'est... donc, je reprends... Oui, donc il parle en fait effectivement de Nikki Redke, qui est une personne de chez YouTube, vice-présidente de la gestion des produits, et qui explique que cette croissance a permis à de nouveaux créateurs de contenu n'ayant jamais mis les pieds sur YouTube de découvrir la plateforme, un public plus jeune qui s'est également formé autour de ce format de vidéo, et un engouement qui a permis aux géants de la vidéo de développer ses activités publicitaires malgré un marché qui est un petit peu en berne. On l'a vu, voilà, crise économique oblige. Stocky qui dit on peut voir ça de manière différente. YouTube et Insta endiguent l'hémorragie en forçant les créateurs à faire des shorts pour remonter dans l'algo plus monétisation. Alors attends, il faut que je relise ça doucement. On peut voir ça de manière différente. YouTube et Insta endiguent l'hémorragie en forçant... Oui, alors en gros ce que tu veux dire c'est ok, on a TikTok qui est en train de nous défoncer, on n'a pas tellement le choix que de proposer en fait de s'aligner finalement en termes de features pour faire en sorte que ça parte pas tout chez TikTok. Je suis d'accord avec toi. Je pense que... Enfin, je suis d'accord à moitié avec toi. C'est-à-dire que, effectivement, je pense que... pas de problème. Non, mais tu sais, je suis quelqu'un de très basique. Moi, des fois, j'ai besoin qu'on m'explique les choses de façon simple et donc j'ai besoin de reformuler. Donc oui, ce que je voulais dire, c'est que je suis plus ou moins d'accord dans le sens où je crois effectivement que ça a été des décisions qui ont été prises un peu dans un contexte de crise. Force est de constater que TikTok était en train de bouffer pas mal et de parts de marché. Après, là où je suis mitigé, en fait non, je pense que je suis pas mitigé. Je pense que tu as raison, j'ai pas de contre-argu à ça en fait. Je crois effectivement que ça a été fait de façon dans la précipitation, mais ce que je voulais dire c'est que aujourd'hui ils l'ont quand même bien intégré. Voilà, c'est ça un peu, c'est pour ça que je suis un peu plus un peu de mitigé, c'est que ils auraient très bien pu l'intégrer, mais
si tu veux, quand tu es sur un réseau social, tu as quand même ta philosophie, ta façon, on va dire, de présenter les choses et tes types de formats. Et c'est pas évident, en fait, je suppose, hein, de créer une expérience qui soit cohérente en partant de quelque chose qui est extérieur et qui n'a rien à voir avec ce que tu faisais. Faut pas oublier que YouTube, à la base, c'est quand même fait pour du contenu long, pour de la vidéo longue, à minima 10-15 minutes, voire des fois plus. Il y en a qui font des vidéos d'1 heure. Et arriver à intégrer ça avec ce format de short, je trouve que ça a quand même été relativement bien fait. Et justement, et c'est ce que souligne l'article, c'est qu'aujourd'hui, il y a une espèce de dualité et de complémentarité, et c'est ce que recherchent les créateurs. C'est-à-dire qu'il y a des fois, tu vas partir sur du court et il y a des fois tu peux aller sur du beaucoup plus long, tu vois. Nous typiquement sur des clics, je peux te montrer rapidement, ça nous permettra de faire mon petit placement de déclic évidemment, hein. C'est que si tu regardes en fait, alors je viens de me rendre compte que je suis pas sur la bonne scène, je sais pas si Margot t'a essayé de me parler mais je ne t'entendais probablement pas. Attends, ne bouge pas, tac tac tac, je vais mettre mon écran, voilà. Tu m'entends Margot? Oui, mais Ok, tout, parfait. je dirais. Ouais, ce que je voulais dire c'est que tu vois typiquement nous sur des clics, ce qu'on propose en tout cas en termes de contenu sur notre chaîne YouTube, c'est justement une espèce de mix entre les deux, c'est-à-dire qu'il y a des moments où on a besoin de formats un peu plus longs, tu vois, typiquement sur des interviews, sur des choses comme ça, qui peuvent être intéressantes, ou sur des vidéos thématisées par exemple, et ensuite on propose également des shorts, et donc tous les 2-3 jours à peu près, on a des shorts qui sont publiés, qui vont te résumer une actualité en moins d'1 minute, et je trouve que ça c'est une vraie richesse en tout cas aujourd'hui sur YouTube, parce que si on devait faire du contenu uniquement sur TikTok, ben, en fait on serait ultra limité. Et il y a des sujets en fait qu'on voudrait traiter de façon beaucoup plus profonde. Je constate d'ailleurs que ta connexion est bien meilleure Margot, j'en suis ravi, parce que je vois que tu es beaucoup plus fluide que tout à l'heure. Et donc effectivement, si on n'avait pas en fait ce côté format court, format long, on serait un peu limité, et il y a des formats où on ne pourrait pas en fait traiter l'actualité comme on le voudrait. Donc c'est ce qui est souligné par cet article, et je trouve ça effectivement très pertinent. Et je vois Benta qui me met 498e follower, encore 2 pour les 500. Donc allez-y les amis, si quelqu'un n'est pas encore follow à cette chaîne, il nous reste 2 followers pour pouvoir passer les 500, ça serait fabuleux. Voilà pour ce que je voulais dire sur cet article. Donc un peu cette notion effectivement de guéguerre entre les deux. Margot, toi tu consommes du TikTok quand même? Ah non. Pas du tout. Franchement, j'ai essayé et je trouve vraiment que c'est abrutissant, quoi. C'est un déchaînement de vidéos qui, c'est vraiment, je consomme, hein, mais je trouve que la façon dont c'est fait, ces images, c'est abrutissant. Donc moi, Ok. j'avoue, bon, peut-être que c'est voilà, c'est mon anniversaire aujourd'hui, donc peut-être que Donc je fais ce que je veux. hein. Mais je suis pas réceptive de. Merci. 499 les amis. Allez, un dernier. Un dernier. Allez, bon. Donc bon, moi, je suis peut-être pas, je suis pas la cible peut-être de TikTok, mais je trouve ça agressif et bon, Ouais. bref. Mais je trouve que bon, TikTok, entre le fait qu'il soit chinois et que donc les US leur font une grosse guerre pour vraiment les sortir du game, quoi. Ouais. Et puis que on va dire les moins jeunes n'y vont pas vraiment, enfin, ont du mal à y aller. Ouais. Je pense que TikTok, c'est un peu, ils ont du mal. Il y en a, enfin, on retrouve du contenu vraiment un peu plus adulte, un peu plus, enfin, adulte, je sais pas si c'est le mot, mais un peu plus sérieux, un peu moins de danse, des trucs creux, quoi. On a mais je pense que la cible on va dire, au-dessus des 25-30 ans et au-dessus n'y vont pas, quoi. Donc je pense que TikTok, il souffre de ça. Et par contre, YouTube, là où je trouve que c'est bien, pour un créateur de contenu, c'est que ça offre avec, comme tu disais, le format short et le format long, une stratégie de contenu vraiment globale et qui permet de renforcer le sentiment de communauté envers le créateur. Parce que TikTok aussi, ce que je lui reproche, c'est que c'est très éphémère, en fait. C'est très... c'est de la découvrabilité. C'est-à-dire que TikTok, tu vas te faire découvrir sur TikTok parce que c'est l'algo qui est comme ça. Mais par contre, YouTube, lui, ce qu'il veut, c'est que tu restes le plus longtemps sur sa plateforme. Et donc, si le créateur de contenu arrive à bien faire du lien entre ses shorts, ses vidéos, vraiment des liens, tu peux vraiment passer 1 heure à regarder beaucoup de contenu du créateur de contenu. Et dans ce cas, tu vas créer vraiment une adhésion, une familiarité, une émotion autour de ce créateur. Et donc, je pense que YouTube, c'est ça sa force, depuis qu'ils ont rentré les shorts. Et aussi, il faut dire que depuis qu'ils ont séparé la partie short et du partie vidéo. Ouais, ça Au a été début, il y game avait... changer, je suis d'accord.
c'était l'enfer. Moi, j'en pouvais plus. Ouais. Mais là, maintenant, le fait qu'ils aient travaillé sur ça, c'était une feature un peu basique à faire. C'est Mais clair, franchement, je pense que ça change vraiment clairement. l'idée. Et Je... donc, je pense qu'aussi les créateurs de contenu, sur le long terme, c'est beaucoup plus simple pour eux et beaucoup plus lucratif d'aller sur YouTube. Et en termes de créativité, c'est beaucoup mieux pour eux. Donc, et puis le côté durée, comparé à la stratégie de contenu, TikTok, d'ailleurs, c'est au bout de, je sais pas, une minute, c'est compliqué de faire il y a des choses on peut approfondir. Nous, on le voit, des fois, on peut faire les matinales qu'on fait pendant 20 minutes. On le met sur YouTube, vraiment de manière assez globale. Et après, on a le format short pour les personnes qui vont vouloir le consommer de manière très rapide. Oui, c'est ça. Moi, je pense que c'est ça. Alors, je serais plus tempéré, mais bon, on est là pour débattre, c'est tout le sujet. Mais tu vois, TikTok, par exemple, j'ai testé parce que j'avais une appréhension, je savais pas trop quoi en penser, etc. J'ai testé. Et comme tous les outils, j'y ai trouvé quand même du bon. Parce que moi, je me dis toujours que si jamais il y a quelque chose qui est là, c'est qu'il y a certainement un besoin. Et en fait, ce que je constate, je trouve que l'exemple le plus parfait sur ça, on en parle très souvent, c'est Hugo Décrypte. C'est-à-dire que en fait, tu as des plateformes avec des usages, avec des modes de consommation, parce que des fois dans la journée, tu vas pas vouloir consommer les mêmes choses de la même façon. Typiquement, il y a des fois, tu vas avoir 10 minutes et tu veux vite fait passer tes 10 minutes et voir un tour rapide. Et il y a des moments, tu as 2 heures devant toi et tu peux être posé dans ton canapé. Donc, moi, je me dis, en fait, il y a plein de plateformes, il y a plein de modes de consommation. Et en fait, c'est tout simplement, nous, ce qu'on essaye de faire en tout cas, c'est que tu vas traiter une information, mais tu vas devoir adapter le format en fait en fonction des plateformes, quoi. C'est un peu comme ça que je le vois. Je regarde également tout le monde n'est pas sur les mêmes plateformes. C'est-à-dire que moi, par exemple, pour me toucher, il faut aller sur Instagram, sur YouTube. Mais par contre, sur Twitter, j'y serai pas. Et pareil sur TikTok. Donc, du coup, tu es obligé, en tant que créateur contenu, de diversifier tes réseaux sociaux de manière intelligente. Il ne faut pas le faire pour le faire. Je sais pas. Mais en tout cas, si tu veux toucher le plus de monde, tu es obligé de faire différents formats. Instagram, aujourd'hui, c'est celui qui permet la plus de liberté parce que tu peux faire des lives, tu peux faire des posts, tu peux faire des stories. Donc, c'est vrai que c'est le seul réseau social le seul, qui est facile pour les utilisateurs, alors que Snapchat, tu peux pas faire non plus 50 trucs, et pareil pour TikTok. Et après, c'est l'algo, en fait. C'est plus tu éduques ton algo avec les contenus que tu aimes, et plus n'importe quel réseau social, c'est ça. Et plus ton TikTok, il va être pertinent, il va te proposer des infos. Il y a une réaction justement de Stocky sur ça, je suis désolé, je remonte un petit peu toutes vos réactions, on a beaucoup parlé, mais c'est un sujet passionnant donc c'est normal, qui dit donc, mais j'ai l'impression que les mises en avant sont plus fortes que pour celles et ceux qui font vidéo plus short que par rapport on va dire à ceux qui feraient que de la vidéo. Après je connais pas trop le fonctionnement de l'algo YouTube, c'est fort possible, je sais que par exemple j'avais la discussion notamment avec Paul qui travaille aussi sur la chaîne des clics et que je salue évidemment, et qui me disait typiquement que sur TikTok par exemple, si jamais tu utilisais de la musique qui était dans une trend, et également si tu utilisais leur outil de création, donc ils ont une espèce d'outil où tu peux monter tes vidéos, et potentiellement c'était vachement plus poussé. De façon globale, sachez que quand vous utilisez, en règle générale, j'ai l'impression que c'est ça, quand vous utilisez un outil qui est mis en place par, en gros quand vous vous conformez entre guillemets aux règles d'un réseau social, il me paraît naturel que plus vous vous y conformez, plus ils vont effectivement vous donner des bons points. Ça ne veut pas dire pour autant que vous allez buzzer, clairement pas, mais j'ai l'impression que c'est une règle d'ordre général. Et donc voilà. Je réagis également à ce que dit The Viking Dev. Bizarre que je ne suivais pas. Avant, je suivais Anto par le web. Je me demande ce qui est arrivé. C'est juste pas la même chaîne en fait. Anto par le web, c'est ma chaîne. C'est ça, c'est ma chaîne perso. C'est ma chaîne perso où je parle d'autres choses. Je parle de creative dev, de choses comme ça. Alors qu'ici, donc Déclic, c'est. En fait, c'est une chaîne qu'on a montée à plusieurs et qui traite d'actualité web en général. Voilà, c'est pour ça que du coup, potentiellement, tu n'étais pas abonné. C'est tout à fait logique. Stocky qui dit TikTok promeut le contenu viral de toute manière. Donc, si tu réutilises des trucs qui ont bien marché, t'es mieux mis en avant. Alors ça, je pense que ça va être un vrai fléau. Et j'ai d'ailleurs une petite anecdote là-dessus, puisqu'en ce moment, il y a une espèce de guéguerre en fait qui est mise en place sur YouTube, notamment avec JDG. Je ne sais pas si vous connaissez, donc Joueur du Grenier, qui est un très très gros YouTuber et qui fait un petit
petit peu la guerre maintenant à justement pas mal de comptes qui ont un peu cette pratique-là de réutiliser du contenu qui ne leur appartient pas. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui montaient des chaînes YouTube entières uniquement basées sur de la réutilisation de contenu de streamers, avec en grande majeure partie soit du Antoine Daniel, soit du JDG. Et jusqu'à présent, c'était bon enfant, ça se passait bien. Le problème, c'est que maintenant, il y a des choses qui vont chercher il y a je sais pas combien de temps, sortis de leur contexte complètement, et qui détournent complètement le message qui avait été véhiculé et les font passer un peu pour des... voilà, en gros, c'est à qui va faire le clip, on va dire, qui va le plus buzzer. Et donc, encore une fois, cette espèce de concurrence fait que tu vas aller créer le truc le plus putaclic qui existe. Donc voilà, en tout cas, ce truc de réutilisation de contenu qui t'appartient pas, c'est un vrai phénomène. Et sachez qu'en ce moment, se joue pas mal de choses. Allez voir le compte Twitter de JDG, vous verrez, ils en parlent pas mal. Écoutez les amis, je pense qu'il va falloir clore sur ce sujet-là. Je vais rapidement faire un petit tour, mais sans aller dans le détail, de 2-3 articles que je voulais vous partager juste pour que vous ayez l'info, et on se quittera là-dessus. Donc très très rapidement, un premier article de développé qui annonce effectivement que Microsoft a lancé une offre de messagerie Teams Premium alimentée par ChatGPT. Donc si vous utilisez Teams dorénavant, il y a une offre premium qui existe, moyennant paiement évidemment, qui vous permettra d'utiliser ChatGPT notamment pour faire faire des résumés de compte rendu de réunion, ou tout un tas de fonctionnalités qui paraissent complètement, on a l'impression d'être vraiment dans le turfu, et donc ChatGPT qui va être plugué à cette version aussi. Ensuite, autre grosse news, Gatsby qui s'est fait racheter par qui a été racheté par Netlify. Donc Gatsby qui est un framework qui permet de créer des sites internet, notamment dans le cadre d'une architecture Jamstack, chose dont on vous parle assez régulièrement, et qui donc s'est fait racheter par Netlify, qui est un très gros acteur, on va dire, de la Jamstack. Voilà, donc ça c'est une très très grosse actu. Ensuite, je voulais vous partager ce tweet de Code Guillaume et ce site, donc iconer.app, je vous partage ça dans le chat, qui est une espèce de méga librairie en fait d'icônes, hyper intéressant pour vos créations de sites ou autres. Donc si je prends, il y a plein de typologies, on va dire, d'icônes, mais si je rentre maintenant dans celui-ci, j'ai accès, et tout ça de façon thématisée, à toute une banque d'icônes hyper intéressantes et classées par famille, etc. C'est hyper bien fichu. Je vous ai mis en tout cas le lien dans le chat. Autre chose que je voulais vous partager, pour faire suite un peu à des actus qu'on avait déjà vues précédemment, l'API de Twitter qui a été coupée récemment, l'accès à l'API de Twitter, maintenant en fait ce qu'ils annoncent, c'est que ça sera accessible mais de façon payante. Donc c'était bien ça, hein, disons on s'était un peu posé la question de pourquoi est-ce que Twitter d'un seul coup coupe et tout, et en fait ils coupent pas tout, mais par contre ils rendent ça payant, ce qui veut dire qu'aujourd'hui les gros utilisateurs de l'API Twitter vont devoir mettre la main au portefeuille, ce qui va avoir de gros impacts, je pense, au niveau financier, puisqu'il y en a qui ont vraiment basé leur activité là-dessus. Donc encore une fois, Elon Musk qui essaye de pousser et de faire en sorte que Twitter ait un modèle économique beaucoup plus rentable. Et puis dernière chose, donc toujours sur ChatGPT, sur la version payante, il se disait que ça serait quelque chose de l'ordre de 40 ou 42 $ par mois. Et donc là, il y a eu un communiqué officiel. Donc si vous voulez utiliser dorénavant ChatGPT+, qui est la version premium, on va dire, ça sera 20 $ par mois, avec plusieurs avantages, et notamment au niveau de la performance, ça va beaucoup plus vite. Et surtout, vous allez être priorisé puisque ça coûte énormément, en fait, on va dire, de faire tourner ces machines. Donc la version plus vous assure, on va dire, une plus grande disponibilité et une plus grande réactivité.